Mais écoutez, on va commencer. Je dis pas que les absents ont tort, mais c'est pas loin quand même, hein, par rapport à cette toute première qu'on est en train de lancer. Mais j'exagère un peu, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Avant de laisser la parole à Flore Granger pour sa présentation, je vais faire un léger avant-propos, en tout cas pour concernant effectivement ce premier webinaire, en sachant, en sachant que je vais rappeler quelques petits points. Alors d'abord, vous remercier d'être là. Rappeler l'horaire, c'est midi 13 heures, un horaire que j'ai pas décidé tout seul, j'ai décidé avec les directeurs de ligue qui m'ont renvoyé effectivement, après une enquête, quel était le meilleur horaire pour eux et la meilleure journée. Pour eux, ce premier webinaire rentre dans le cadre de la cellule recherche qui a été mise en place par la fédération il y a 2 ans, mais sur lequel je travaille réellement véritablement depuis le mois de janvier. Cellule recherche qui couvre 2 champs. Le premier champ, c'est la haute performance qui se trouve à l'INSEP et qui tourne autour essentiellement des athlètes de très haut niveau. Ok, avec vraiment un chercheur qui s'appelle Enzo Osville, ok, qui se charge véritablement de ce secteur-là. Et l'autre secteur qui est plutôt mon secteur, mais qui couvre, puisque je suis le référent scientifique de la fédération, qui couvre plutôt, pour moi, je vais l'appeler la haute distribution ou la haute restitution de la recherche scientifique au sein de tous les acteurs ou auprès de tous les acteurs de la Fédération française de badminton. Et c'est dans ce cadre-là, il y a différentes actions qui sont menées, mais c'est dans ce cadre-là que effectivement les, les mémoires étudiants et les lauréats des différents mémoires étudiants qui existent déjà depuis près de 10 ans ont bien voulu se remobiliser afin de lancer effectivement quelques actions et notamment ces fameux webinaires. Je dis fameux, j'espère qu'ils le seront réellement, bien sûr, mais ça c'est vous qui allez le dire. Mais en tout cas, l'idée a intéressé les différents acteurs qui m'ont renvoyé quand même leur message. Ils étaient très intéressés par ces webinaires. Et c'est donc ce groupe PME qui s'appelle les Prix Mémoire étudiants. C'est avec eux qu'on va lancer effectivement ces webinaires une fois par mois. Et le premier, donc, c'est Flore, une dame, une femme, une jeune fille qui se lance. Et je suis très content que ce soit la gente féminine qui ouvre le bal pour ce premier webinaire. Et j'avoue que je suis très content. Et nous sommes très contents de lancer avec la fédération ce premier webinaire sur le badminton et les sciences. Voilà. En termes de règles, il va y avoir entre 20 et 30 minutes pour Flore, pour effectivement faire sa présentation. Et ensuite, le reste du temps, des discussions et j'espère des questionnements autour effectivement de la présentation de Flore. Je vous enverrai un message en suivant pour voilà, un petit bilan, une petite évaluation de ce webinaire qui va nous servir effectivement derrière à faire fructifier ces webinaires avec sans doute les meilleures façons de faire que ce qu'on aura fait sur le premier champ, sur la première partie. Voilà, je laisse la parole à Flore et je la remercie déjà de son intervention. À toi, Flore. Merci Michel. Alors déjà, est-ce qu'on m'entend bien et est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Ok. Oui, Ok, parfait, merci. Allez, donc bonjour à tous. Je m'appelle Flore Granger, donc moi je suis ostéopathe. J'exerce en cabinet libéral dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, et je suis spécialisée dans le domaine du sport. Je suis personnellement aussi joueuse de badminton depuis quelques années. Donc, c'est ce qui m'a amenée à la volonté de lier mon sport et mon... Ah, il y a un micro qui est ouvert là. Si vous voulez bien l'éteindre, s'il vous plaît. Ça doit Ok, être ça, bon. ça t'aide bien. Donc, c'est ce qui m'a amenée voilà, à la volonté de lier mon sport à mon activité professionnelle. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi le badminton comme sujet pour mon mémoire de fin d'études.
Le but étant de traiter un sujet qui n'avait pas encore été abordé par les recherches autour de la Fédération de badminton et d'évaluer l'éventuel bénéfice de l'ostéopathie sur la pratique du badminton. C'est vrai que en tout premier, les sportifs, mais également les pôles, les instituts, les fédérations sont en constante recherche de progression et d'amélioration des performances, ce qui fait de la performance sportive un des objectifs, si ce n'est l'objectif principal pour un sportif. Donc, à partir de là, on peut se demander comment l'ostéopathie peut-elle participer à l'amélioration des performances du joueur de badminton. Donc, nous sommes partis de cette réflexion pour notre étude. Donc, le but étant d'évaluer l'effet d'un traitement ostéopathique sur les performances du joueur compétiteur au badminton. Donc, ce qui a été mon sujet de mémoire de fin d'étude. Alors, la performance sportive, elle est définie par un ensemble de variables qui conditionnent la performance finale. Donc, on définit 4 critères de performance: les capacités physiques, la personnalité, les facteurs constitutionnels et les capacités technico-tactiques. Parmi ces critères, les capacités physiques du joueur est le seul critère sur lequel l'ostéopathie va pouvoir avoir une influence. Dans les capacités physiques, on retrouve l'endurance, la force, la vitesse, la mobilité et l'adresse. Donc pour cette étude, on a sélectionné comme capacité la vitesse, donc la vitesse de frappe, et l'adresse qui correspond à la capacité, à la précision, pardon, du geste du joueur. Le mouvement qui a été choisi pour mesurer la vitesse de frappe, ça a été le smash. Tout d'abord parce que le smash, c'est le coup d'attaque par excellence au badminton, mais c'est surtout le coup le plus rapide, avec une vitesse maximale du volant en sortie de raquette. Donc le smash, il comporte 3 phases. Donc on va avoir en premier la phase d'armement qui met en jeu une extension, une abduction et une rotation externe de l'épaule, ainsi qu'une flexion du coude. C'est les mouvements qu'on peut voir sur les étapes de 1 à 3 du schéma. On va avoir ensuite la phase de décélération, donc d'accélération, pardon, sur les étapes 4 et 5, donc qui sont les étapes juste et où on va avoir une rotation interne de l'épaule avec une pronation de l'avant-bras et une flexion du poignet, ce qui permet en fait d'accélérer le geste juste avant l'impact. Et enfin, la phase de décélération, qui sont sur les étapes 6, 7 et 8 du schéma, qui sont les étapes juste après l'impact du volant par la raquette. Donc, toutes ces étapes, elles recrutent les articulations, les muscles de la colonne vertébrale, du complexe de l'épaule, du coude et aussi du poignet. Donc, c'est pourquoi ce sont ces régions-là qui seront testées ostéopathiquement dans cette étude. Donc, avec la puissance musculaire, la précision du geste est une des caractéristiques qui définit la qualité de frappe. Donc, la précision du geste dans cette étude, elle sera mesurée au service. Le joueur étant fixe, il n'y a aucun paramètre du jeu qui peut altérer la précision et la qualité de geste du joueur. C'est le seul geste qui n'est nullement influencé par le cours du jeu. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le service. Donc, pour mesurer les variables expérimentales, donc tout d'abord la vitesse du volant. Elle va être mesurée entre la sortie de raquette et le passage du volant au-dessus du filet, parce que cette distance sera connue et restera fixe pour tous les joueurs. Donc pour ça, le joueur va se placer derrière la première ligne de fond de cours pour réaliser le smash. Donc c'est ce qu'on voit sur la photo. Le joueur qui est à gauche, voilà, est en train de réaliser un smash. Donc on voit le volant, voilà, sur lequel il va bientôt taper, et il se place donc juste derrière la première ligne de fond de cours. Le joueur qui est à droite est le joueur qui réalise la relance. 5 matchs seront réalisés chez chaque joueur pour obtenir une moyenne des matchs objective. Et ensuite, on compare donc les moyennes des matchs avant et après traitement.
En ce qui concerne la précision du geste, elle va être mesurée par des zones au sol qui sont représentées par des cerceaux de couleurs différentes, dans le demi-terrain opposé et en diagonale, comme pour faire voilà, un service long en diagonale. Donc chaque cerceau vaut un nombre de points croissant, c'est-à-dire qu'on vise dans le principe l'angle en fait du terrain. Donc c'est la zone qui est représentée par le cerceau rouge sur la photo et qui vaut un maximum de points. Plus on s'éloigne de cette zone, plus le nombre de points diminue. Donc chaque joueur doit viser le cerceau qui correspond au maximum de points. Il réalise une série de 5 services longs et comptabilise un score. Et ensuite, de même, on compare les scores avant et après traitement. Donc l'objectif principal de cette étude, c'est d'évaluer si le traitement ostéopathique peut avoir une influence sur les performances du joueur au badminton. Donc ceci par l'intermédiaire de 2 critères de la performance qu'on a choisis, la vitesse de frappe et la précision du geste. L'objectif secondaire de cette étude est d'évaluer si la pratique du badminton engendre des dysfonctions ostéopathiques spécifiques qui seront retrouvées en commun chez plusieurs joueurs. Vous me dites si jamais je passe un peu trop vite. Donc pour cette étude, la population était composée de 8 badistes, 4 filles et 4 garçons, âgés de 13 à 15 ans, et qui évoluaient au pôle espoir régional de Voiron. Donc, ils avaient des entraînements quotidiens et un niveau régional, voire pour certains national. Donc, pour la suite, ils vont être répartis en 2 groupes. Un groupe contrôle qui recevra un traitement placebo, c'est-à-dire qu'on ne réalisera voilà, pas de traitement ostéopathique, mais juste quelques touchés, entre guillemets, enfin quelques voilà, légère manipulation pour considérer un traitement placebo. Et un groupe expérimental qui recevra un réel traitement ostéopathique. Donc pour les mesures des 2 variables expérimentales, donc concernant la vitesse du volant. Donc elle a été mesurée sur un smash en fond de cours d'une distance connue entre le joueur et le filet, qui a été filmé par une caméra vidéo et calculé grâce à un logiciel d'analyse vidéo afin d'en extraire la vitesse. Donc, on avait voilà, la distance connue entre la sortie du volant de la raquette, le passage du volant au-dessus du filet. Grâce au logiciel d'analyse, on a eu le temps qui a mis le volant à parcourir cette distance. Et voilà, par des formules mathématiques, on a réussi à en extraire la vitesse. Donc la seconde mesure de variable, c'est pour la précision du volant. Donc a été mesurée sur voilà, un service long en coup droit et en diagonale, le joueur devant viser les cerceaux de couleurs représentant des zones au sol. Un total de 5 matchs et 5 services sont réalisés par joueur pour obtenir une moyenne représentative. Le déroulement de l'étude a été le suivant. Donc, les joueurs ont été répartis aléatoirement donc, dans les groupes contrôle et groupes expérimental par un tirage au sort. On a réalisé les mesures des variables expérimentales et le lendemain ont eu lieu le traitement ostéopathique ou traitement placebo en fonction du groupe de joueurs. Puis, nouvelle mesure des variables expérimentales 2 semaines après les traitements réalisés. Alors, donc concernant les résultats, vous pouvez voir donc dans le tableau qui représente en fait le score qui a été totalisé par les joueurs sur un ensemble de 5 services. Donc, on a les résultats pour chaque joueur, donc des joueurs de 1 à 8, et pour leur appartenance également à leur groupe. Donc, on a pour les 4 premiers joueurs qui appartiennent au groupe expérimental, c'est marqué juste en dessous, et les 4 derniers joueurs qui appartiennent au groupe contrôle. Et donc, on a le score totalisé sur les 5 services
avant traitement, qui correspond à la colonne en rose, et après traitement, qui correspond à la colonne en violet. Donc, on peut remarquer une augmentation du score total après traitement ostéopathique chez 3 des 4 joueurs du groupe expérimental, donc pour les joueurs 2, 3 et 4. Alors qu'il n'y a pas eu de variation entre les scores d'avant et après traitement placebo pour 3 des 4 joueurs du groupe contrôle, pour les joueurs 6, 7 et 8. Tous joueurs confondus, aucun ne totalise un score inférieur après traitement. Voilà. Mais malgré ces résultats, voilà, les différences sont trop faibles et on ne peut pas considérer les résultats comme significatifs avant et après traitement, que ce soit pour le groupe expérimental comme pour le groupe contrôle. Concernant la vitesse de frappe, donc on retrouve dans ce nouveau tableau les résultats voilà, de la vitesse moyenne du volant, donc sur 5 matchs pour tous les joueurs. De même, on retrouve voilà, les résultats par joueur et par appartenance de leur groupe. Donc toujours pareil, les 4 premiers joueurs qui appartiennent au groupe expérimental et les 4 derniers joueurs qui appartiennent au groupe contrôle. Les résultats donc, de la vitesse moyenne de ce match avant traitement sont représentés par la colonne en bleu clair et après traitement sont représentés par la colonne en bleu foncé. Donc là, on peut observer une augmentation de la vitesse moyenne des matchs de la totalité des joueurs du groupe expérimental après traitement ostéopathique. C'est-à-dire que pour les joueurs 1, 2, 3 et 4, on voit que la colonne après traitement, la vitesse est plus importante que pour la colonne avant traitement. Alors que pour 3 des 4 joueurs du groupe contrôle, on note une diminution de la vitesse moyenne après traitement placebo. Donc, par cette différence entre les deux groupes, ça nous permet de confirmer que la différence de vitesse moyenne du groupe expérimental avant et après traitement ostéopathique est significative. Donc, les résultats concernant la précision du geste voilà, ne sont pas considérés comme significatifs, même si l'amélioration du score était plus importante pour le groupe expérimental que pour le groupe contrôle. En revanche, pour la vitesse de frappe, donc, il existe une augmentation de plus 4,10 km/h en moyenne pour l'ensemble des joueurs du groupe expérimental. Alors que pour le groupe contrôle, la variation est de moins 1,44 km/h en moyenne. Donc cette différence concernant la vitesse de frappe avant et après traitement ostéopathique pour le groupe expérimental est considérée comme significative. Donc elle nous permet d'affirmer que l'ostéopathie a un impact, a une influence sur la vitesse de frappe des joueurs. Cependant, les résultats sont quand même à modérer. Tout d'abord, la population qui n'est pas suffisamment importante pour être assez représentative. Voilà, il aurait fallu un panel de joueurs beaucoup plus conséquent que sur 8 joueurs. Les exercices proposés concernent uniquement le service en coup droit. On aurait pu notamment intégrer le service court et le service en revers à l'étude. Le matériel utilisé possède ses limites avec des seuils d'erreur qui sont à prendre en considération. La relance manuelle qui est beaucoup moins précise qu'une relance automatique. Les joueurs possèdent tous des raquettes de modèles différents, donc ce qui fait que le matériel n'est pas identique chez tous les joueurs. Et enfin, et surtout, des entraînements, les joueurs se sont entraînés entre les 2 prises de mesure, donc ce qui représente également un biais. Concernant l'objectif secondaire, donc on a les résultats dans ce tableau en fait, qui montrent la présence de dysfonctions ostéopathiques qui ont été retrouvées chez les joueurs en fonction de la localisation et en fonction de la fréquence des dysfonctions qu'on a retrouvées. Donc, on peut noter que la dysfonction correspondante à la 4e vertèbre thoracique est retrouvée chez la totalité des joueurs. Donc ça, c'est une information qui est relativement intéressante et surtout importante à souligner. Et on peut s'interroger un petit peu là-dessus et se demander si la pratique du badminton peut être
à l'origine d'une concentration de contraintes physiques sur cet étage vertébral qui aurait pu voilà, amener à créer ce qu'on appelle une dysfonction et qui a été retrouvée chez la totalité des joueurs. Donc, en conclusion de notre étude, donc les résultats ont permis de conclure, d'affirmer une augmentation significative de la vitesse de frappe suite au traitement ostéopathique, donc ce qui influence directement la performance du badiste en augmentant un des critères de la performance, qui est la vitesse. Donc, l'ostéopathie peut représenter un réel intérêt dans la prise en charge multidisciplinaire du sportif et surtout dans sa recherche de la performance. L'ostéopathe va travailler par de multiples techniques manipulation sur des facteurs physiques et biomécaniques dans le but d'améliorer des amplitudes articulaires, dans le but de détendre des tensions, des contractures musculaires, pour améliorer l'élasticité et donc la détente musculaire. Tout ça peut permettre d'avoir des leviers plus grands et ainsi augmenter, enfin peut-être améliorer la poussée, améliorer des propulsions, améliorer des vitesses de déplacement ou des vitesses de frappe. Voilà. Il y a également tout un aspect un petit peu environnemental, contextuel, avec une importance de la partie conseil, hygiène de vie, de certains points clés autour du sport qui font autant partie de la performance, donc qui sont par exemple l'échauffement, l'hydratation, les étirements, le renforcement musculaire, etc. Ça, c'est des points, on va dire, qui vont être connus pour les sportifs de haut niveau parce ils sont encadrés par des professionnels voilà, qui connaissent un petit peu tous ces points-là. Et donc, ça, c'est déjà voilà, bien connu et mis en place pour le sportif de haut niveau, mais ce n'est pas toujours le cas pour des sportifs loisirs ou compétiteurs, mais d'un niveau on va dire, entre guillemets, un petit peu inférieur. Donc, c'est important d'avoir aussi voilà, cette notion de prise en charge globale, de conseil, de prévention autour du sport en lui-même. Chez les sportifs de haut niveau notamment, c'est primordial pour le sportif de prendre soin de son corps parce que c'est son instrument de travail. On attribue un potentiel rôle de l'ostéopathie dans la prévention des blessures. Alors, c'est un rôle qui n'a pas tout à fait encore été prouvé scientifiquement, mais justement, ça pourrait être une piste de recherche intéressante. Et pourquoi pas souligner l'intérêt d'une nouvelle étude concernant la prévention des blessures grâce au traitement ostéopathique dans un protocole de prise en charge globale des sportifs. Voilà. Et ben j'ai terminé pour ce qui en est de ma présentation. N'hésitez pas s'il y a des points sur lesquels je suis allée un petit peu vite et vous souhaitez revenir ou si vous avez des questions sur des sujets ou des choses qui n'auraient pas été abordées sur la présentation. Merci Flore. Alors comme j'avais dit au préalable, me semble-t-il, ou j'ai peut-être un peu oublié, du fait qu'on ait moins de 20, ouvrez vos micros et posez les questions. Si on avait été plus de 20, ça aurait été une retranscription plutôt écrite, hein. Mais là, on a été jusqu'à 18 ensemble, donc voilà, n'hésitez pas, ouvrez vos micros et n'ayez pas peur de parler. Je n'enverrai pas de tomates sur les gens qui vont vouloir poser des questions. Julien, Oui, bah déjà, merci pour la présentation. J'aime bien l'approche, surtout de la deuxième partie par rapport à la prévention de blessures. Et je me posais la question, alors je ne sais pas comment le faire, si c'est réalisable, mais on avait pendant quelques temps là, des problématiques, si je ne dis pas de bêtises, de blessures au niveau de la hanche chez nos sportifs de haut niveau. Et est-ce qu'il y a peut-être moyen de travailler entre l'ostéopathie et les préventions en repérant justement chez les athlètes des problématiques récurrentes, c'est-à-dire qu'on soigne régulièrement sur un même déplacement pour peut-être faire travailler une prévention spécifique en partenariat avec les kinés au niveau de la hanche.
Oui, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être possible, qui pourrait être mis en place et qui serait intéressant. C'est vrai que en fait, le rôle de prévention de l'ostéopathie, on l'attribue surtout au fait que en ostéopathie, on va avoir une prise en charge vraiment globale du corps, c'est-à-dire quand un patient se présente pour une douleur, par exemple à l'épaule, on va pas seulement traiter son épaule, mais on va vraiment un petit peu balayer le corps de la tête aux pieds dans un objectif en fait comment dire, un petit peu de rééquilibrage total du corps, d'auto-guérison du corps et voilà, d'équilibre général. Donc, ce qui est intéressant dans la prévention, c'est que des fois, en travaillant sur des zones qui ne sont pas, on va dire, à proximité de la douleur, on peut repérer des raideurs, des blocages, des tensions musculaires, voilà, des choses qui paraissent entre guillemets un petit peu anormales, par exemple par rapport à l'autre côté ou par rapport à une mobilité générale. Et on va du coup pouvoir y travailler dessus même s'il n'y a pas forcément de douleur. Et c'est du coup voilà, un peu l'intérêt, c'est que des fois, il y a des douleurs qui ne sont pas encore symptomatiques ou apparues, mais il y a quelques signes un petit peu, il y a quelques prémices qui sont présents, et ça permet justement voilà, d'être vigilant sur une globalité du corps et peut-être des zones qui ne sont pas encore symptomatiques, mais qui peuvent peut-être le devenir, et en ayant justement des connaissances, des notions peut-être de pathologie ou de douleurs qui sont récurrentes chez un panel de population, ça permettrait d'être encore plus vigilant sur ces zones-là, de les vérifier entre guillemets pour être sûr qu'il n'y ait pas de dysfonction ou de déséquilibre notable, et si c'est le cas, de les traiter aussi dans un aspect préventif. Par exemple, la T4 pourrait venir de quoi? Puisqu'elle a été récurrente sur tous Oui, les balistes. Et alors après, je te laisse la parole, Michel, désolé. Non, non, vas-y, continue, continue. Continue, Julien. Vas-y, Florence, hein, Flore, pardon, tu peux continuer à répondre à Julien si tu as envie par rapport à la T4. alors, par rapport au quatrième étage vertébral, alors je saurais pas dire avec certitude parce que autant enfin, le corps humain est quelque chose de très 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 complexe, on a quand même rarement des, des certitudes concernant le corps. Donc, bon, c'est certainement un excès de contrainte par rapport au membre supérieur. Autant, on va dire jusqu'à, comme il y a 12 vertèbres thoraciques, la sixième vertèbre thoracique est à peu près ce qu'on appelle le milieu des ceintures, en fait, entre la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire. Donc, c'est quelque chose qui va être au milieu. T4 étant au-dessus du sixième étage vertébral, on est beaucoup plus proche de la ceinture scapulaire et du membre supérieur. Donc, c'est potentiellement un étage qui a beaucoup plus de lien avec le membre supérieur. Donc, ça peut être lié à un excès voilà, de contraintes et notamment de contraintes à la fois en flexion extension, c'est-à-dire quand on va se pencher en avant ou on va se pencher en arrière, sachant que voilà, il y a ces deux notions au badminton et des notions de rotation où on va se tourner sur les côtés qui créent des contraintes un petit peu excessives sur les vertèbres. Le badminton, c'est aussi un des sports, enfin un sport qui est asymétrique. Donc ça, on sait que c'est quelque chose qui va pouvoir créer des contraintes plus importantes parce que ça crée un réel déséquilibre entre les forces musculaires, entre les amplitudes, parce qu'il y a des côtés qui vont beaucoup plus être répétés et sollicités que d'autres. Donc on va avoir peut-être voilà, plus de sollicitations d'un côté ou dans un sens que dans un autre. Donc ça peut être voilà, ce n'est que mon avis et c'est pas du tout quelque chose de vérifié ou de prouvé, mais ce quatrième étage vertébral peut être voilà, suite à des efforts répétés sur des mouvements de rotation et d'extension et surtout un bras fort qui va créer un déséquilibre par rapport au bras faible au badminton. Euh,
Je voulais juste revenir sur le problème de hanche dont tu as parlé, Julien. Alors, il faut savoir qu'effectivement, jusqu'alors, il n'y avait pas trop cette problématique-là. Et depuis quelques années, je vais dire entre 3 et 5 ans, on s'aperçoit qu'il y a des joueurs, alors essentiellement des garçons pour l'instant, essentiellement des joueurs de simple aussi pour l'instant, qui ont des problèmes de hanche. Alors, c'est avéré vrai un petit peu avant, mais surtout des joueurs qui arrivaient sur l'INSEP. Donc, il y a plusieurs pistes possibles, en tout cas de réflexion possible. On a lancé quelque chose il y a 1 an et demi. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir établir des protocoles d'évaluation des joueurs quand ils arrivent en pôle. Alors, au départ, c'était Pôle France et ça serait bien. En tout cas, l'idée, c'est que ça démarre même au niveau des pôles espoirs. Des protocoles parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons. La première raison, la plus forte, c'est la dynamique de l'entraînement qui dépasse les capacités individuelles. Et il y a le deuxième élément aussi, c'est des pathologies qui n'ont rien à voir avec l'activité badminton de départ et qu'il faudrait déterminer dès la venue d'un athlète sur un pôle espoir pour voir s'il n'a pas des pathologies internes déjà au départ pour savoir et quel type d'entraînement ou quel type effectivement de protocole, alors que ce soit ostéopathique ou d'étirement ou en tout cas de différentes sortes, hein, qui pourrait l'amener effectivement à ne pas avoir de problématique de hanche comme on en voit quelques-uns. Alors quand je dis quelques-uns, il y a déjà 2 personnes qui se sont fait opérer des hanches. Voilà, en badminton, et qui avaient, si je ne me trompe pas, entre 19 et 21 ans. Ce qui est quand même très étonnant, ayant été sur le terrain pendant près de 30 ans, j'ai jamais vu même les kinés du Krebs de Bordeaux, ni les médecins n'avaient vu, enfin, non, parlé effectivement de problèmes de hanche, problèmes de genoux, de rachis, d'épaule, de cheville, oui, mais au niveau des hanches, jamais, quoi. Donc il y a bien une problématique qui commence à naître et qui devrait en tout cas être observée d'une autre façon que ce que l'on fait actuellement. Fred, Bonjour à tous. Euh, Par rapport aux hanches, ce qu'on peut aussi, là où on peut aussi être surpris, c'est qu'il y a 10 ans, c'est le tennis de table qui s'en plaignait beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le badminton s'en plaint? Est-ce qu'il y a des évolutions dans les pratiques qui conduisent à avoir ce type de choses? ouais, Vas-y, deux Michel. secondes, ouais, 2 secondes, Fred, et après je te laisse. Le tennis de table, effectivement, après étude, hein, et ça a été une étude un peu forcée parce que il y a plein de monde qui voulait pas l'avoir sortir, c'est la non-adéquation de l'entraînement lié au développement de l'enfant, c'est-à-dire qu'ils avaient des entraînements trop intensifs liés à leur âge. Ok, et c'est ce qui provoquait, non pas dans les médias, mais quelques années après, de gros problèmes de hanche. Voilà. Et Excuse-moi, Fred. non, non, mais tu fais bien parce on peut s'interroger pour nombre de pathologies sur cette même explication à un moment donné de cette intensité qu'on y met, de cette récurrence qui peut amener à ce que malheureusement les corps soient en difficulté à un moment donné. Euh, Par rapport à tout ce que tu dis sur l'ostéopathie, là, j'avais quelques questions quelque part méthodologiques, mais le protocole, il y a 2 choses. Est-ce que dans la littérature, pour les autres sports, il y a déjà eu ce type d'étude qui a montré l'importance de l'ostéopathie? Parce qu'il me semble que dans nombre de staffs élargis médicalement, les ostéopathes sont, avec les kinés, sont souvent en première ligne avant des médecins plus traditionnels pour justement remettre les corps un petit peu en état par des bons massages ou des bonnes manipulations. Et donc ça, c'est toujours intéressant, hein. Et même quand on n'est pas de haut niveau, un bon ostéopathe fait très bien son boulot. Je peux en attester régulièrement et donc j'en profite bien, hein. Donc n'hésitez pas généralement si vous tombez sur quelqu'un qui a bien j'allais dire, le bon charisme de l'ostéopathe, il n'y a pas de raison que vous en ressortiez pas avec beaucoup de bénéfices. Et puis le protocole que tu as mis en place pour justement traiter, si on peut dire, ou manipuler les personnes entre deux.
Est-ce que c'est un protocole qui est établi ou que tu as, toi, envisagé de te dire qu'il était celui-là à mettre en place? Est-ce que tu as fait attention plus particulièrement à certaines parties du corps plutôt qu'à d'autres? Je voulais juste essayer de comprendre cet aspect-là de ta méthode. Oui. Alors, concernant la méthode, non, c'est quelque chose que j'avais mis en place. Moi, alors, mon étude, je l'ai fait il y a 5 ans maintenant. Donc, à l'époque, je ne crois pas que pour mon mémoire, j'avais cherché beaucoup de publications, beaucoup de sources, beaucoup de travaux réalisés. Je ne crois pas qu'il y en avait autour de l'ostéopathie, même sur d'autres sports. Ou peut-être de mémoire par rapport aux entorses de cheville au foot. Mais je crois que c'est les seuls travaux qui avaient été réalisés, mais ça date d'il y a 5 ans, donc ça a peut-être évolué depuis. Et concernant le protocole, alors, ça n'avait pas forcément été simple à mettre en place. On était assez contraints avec le pôle aussi Espoir en fonction de leurs échéances, de leurs dates de compétition. Les joueurs, enfin, étant là que la semaine, ils rentraient chez eux le week-end où ils avaient des compétitions. Ils n'étaient pas là des fois toujours en même temps. Donc voilà, on avait pas mal de contraintes. De temps. Moi, mon mémoire étant sur la dernière année, j'avais voilà qu'une année scolaire pour le réaliser. Eux avaient des compétitions entre-temps. Donc, on était un petit peu, on va dire, enfin, pas coincés, mais rythmés voilà, par ça. Il a fallu trouver des dates qui collaient à peu près. Donc, l'objectif était à peu près entre 2 et 3 semaines de délai par rapport au traitement. Alors, avec le recul, j'aurais dû faire un contrôle tout de suite après. C'est quelque chose voilà, que j'ai mis un petit peu enfin, que j'avais mis dans la discussion aussi de mon mémoire. On aurait pu faire un contrôle vraiment à court terme, à très très court terme, et tout de suite après le traitement. Et ça, c'est quelque chose voilà, que je regrette de ne pas avoir fait. Je ne voulais pas dépasser 3 semaines de délai. Parce qu'en 3 semaines, le traitement a le temps comment dire, entre guillemets, de s'effacer un petit peu. Les joueurs, voilà, avaient des compétitions, des entraînements entre les deux prises de mesure. Donc, il y allait avoir trop de biais qui s'inscrivaient entre les deux prises de mesure. Donc, c'est pour ça que, voilà, on visait à peu près entre 2 et 3 semaines. C'est aussi 3 semaines, c'est le délai de renouvellement des cellules au niveau du corps. Donc voilà, passer ce délai, le traitement aurait peut-être eu un peu moins d'impact sur les résultats ou en tout cas aurait été moins fiable. Voilà. Juste avant que Julien reprenne la parole, euh, est-ce que tu as pu tenir compte ou est-ce que c'était peut-être difficile, mais de tout ce que ces jeunes pouvaient avoir comme autre traitement, entre guillemets, hein, mais peut-être voyait-il un kiné, peut-être avait-il des massages, quel était leur protocole de récupération d'une manière ou d'une autre, d'hydratation, de sommeil, et qui pouvait peut-être aussi avoir une influence sur leur capacité à un moment donné, ou de se rapprocher d'une compétition avec une explosivité qui méritait d'être renforcée pour être sûr d'avoir le bon ajustement le jour J. Et Mm. ça, je pense que c'est très difficile à prendre en compte. Ça m'étonnerait que tu aies pu travailler autour de ça pour arriver à faire, surtout avec un aussi petit panel de Oui. joueurs. Oui, non, effectivement. Alors, j'avais fourni un questionnaire avant, donc assez complet D'accord. sur voilà, l'historique aussi du joueur, un petit peu ses antécédents médicaux, ses antécédents traumatiques, ses traitements éventuels. Et puis voilà, un petit peu tout ce qui est hygiène de vie. Donc, ça a été, on va dire, entre guillemets, répertorié, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément pu le prendre véritablement en compte dans l'étude. Je comprends. Merci Fred. Julien. Merci. Moi, j'ai peur de faire une petite question hors sujet, mais elle me trotte un peu dans la tête. Par rapport au protocole pour éviter justement les blessures, euh, à partir de quel âge il faudrait faire ces protocoles? À partir de quel âge il faudrait faire pour que ça soit efficient? Et à partir de quel âge peut-être il faudrait commencer à les faire, pardon.
pour qu'on puisse automatiser cette logique dans l'esprit du jeune. Enfin, je pense Oui. du jeune joueur. Je pense à la logique du club avenir en l'occurrence. Alors, ça va être une réponse peut-être un petit peu personnelle, vraiment de mon point de vue, parce que je n'ai pas notion qu'il y ait des recherches là-dessus, aussi par rapport à la prise en charge des sportifs et par rapport à l'âge de la prise en charge. Donc, ça va être une réponse un petit peu de mon point de vue. Pour moi, il y a pas de limite d'âge dans la en prise en charge ostéo. Alors, généralement, on va dire, alors autant on voit des bébés, des nourrissons, c'est conseillé même jusqu'à à l'acquisition de la marche. Après, il y a une grosse période entre globalement 2 et 6 ans où il n'y a pas forcément de nécessité, parce que c'est une période où il n'y a pas encore l'apparition de pathologies de croissance, il n'y a pas encore d'activité extrascolaire. Donc, hormis traumatisme, c'est des périodes où on ne voit pas beaucoup d'enfants de cet âge-là. Par contre, à partir de 6-7 ans, là où ils commencent à avoir des activités extrascolaires, moi, je considère que c'est important d'avoir un suivi assez régulier. Alors là aussi, le suivi, il va être très différent en fonction des patients. En fait, chaque patient n'aura pas les mêmes besoins en fonction de son âge, déjà, en fonction de ses antécédents traumatologiques ou médicaux, en fonction de s'il y a des douleurs qui sont chroniques ou s'il n'y a pas de douleur du tout, en fonction de l'intensité de la fréquence sportive. Voilà, donc on va dire pour quelqu'un qui pratique du sport en loisir, un suivi 1 à 2 fois par an, s'il n'y a pas d'antécédents particuliers ou de douleurs chroniques, ça va être quelque chose de suffisant. Pour des enfants qui ont une pratique vraiment très intensive du sport, c'est là où il va y avoir une importance de prévention qui va être élevée et où il y aura besoin d'un contrôle plus régulier. Alors, c'est difficile de répondre parce que vraiment, ça va être un petit peu au cas par cas. Enfin, c'est très, très différent en fonction des besoins et des joueurs, mais ça sera peut-être je sais pas, tous les 3 mois. Voilà, pour avoir une prise en charge un petit peu régulière et vérifier bah, justement des fois des contraintes peut-être musculaires qui peuvent être importantes et qui peuvent être des signes aussi de surcharge un peu musculaire et qui peuvent peut-être plus tard aboutir à des pathologies de cartilage de croissance. Donc voilà, il y a pas de limite d'âge. Moi, je considère qu'à partir du moment où il y a une activité qui est commencée, il devrait même y avoir un suivi voilà, derrière. Et la fréquence du suivi dépend un petit peu de chaque patient. Ça ne sera pas du tout pareil en fonction de si c'est quelqu'un qui joue juste en loisir ou enfin, qui pratique le badminton 1 ou 2 fois par semaine ou qui en pratique tous les jours. Ça dépend aussi de l'entourage autour, notamment du staff, ou voilà, s'il y a une prise en charge kiné, ou justement, voilà, il y a déjà un petit peu un œil médical. Des fois, ce qui peut être intéressant, c'est aussi justement de mettre un peu cette équipe médicale dans la boucle et comment dire, que l'indication de séance d'ostéopathie puisse venir parfois des kinés. Si justement, eux, ils remarquent chez leurs sportifs que il y a une raideur qui n'arrive pas à lever, à améliorer, ou qu'il y a une tension qui est présente, ou qui remarque voilà, quelque chose qui n'est pas forcément de leur ressort, où ils arrivent un petit peu au bout de la prise en charge, c'est eux aussi qui peuvent indiquer à leurs sportifs d'aller voir l'ostéo. Pareil, même pour les entraîneurs, des fois, ce qui peut être intéressant, c'est pour les coachs, les entraîneurs, s'ils remarquent quelque chose, je ne sais pas, dans le déplacement, dans la démarche du joueur, qui paraît un peu déséquilibré, voilà, qui paraît en tout cas pas quelque chose d'homogène ou de fluide, voilà, qui paraît pas forcément fluide. Et si
malgré, entre guillemets, leur tentative de correction tactique ou leur correction de prise de raquette, par exemple, et ben si sur un rush au filet, il y a des volants qui sortent systématiquement parce que le tamis de raquette est orienté toujours vers l'extérieur et malgré voilà, une correction de prise de raquette ou quelque chose, ça ne passe pas, bah, peut-être réorienter vers un ostéo. C'est peut-être qu'il y a une tension au niveau de la chaîne musculaire ou des blocages articulaires qui empêchent en fait cette mobilité. Là, on va avoir un paquet de rendez-vous chez l'ostéo, parce que je pense qu'il y en a à peu près 200 000 qui vont avoir besoin d'y passer. Euh, non, désolé, je dis des bêtises. Je craque. Non, je repensais en fait sur ma question. Alors, c'est peut-être plus pour toi, Michel. Est-ce qu'il y a des travaux pour justement ces protocoles, ces renforcements qui pourraient être utiles? Bon, je pense au club Avenir, mais à des clubs qui entraînent des jeunes. Si on décèle chez un jeune enfin, si on décèle ou avant de déceler justement pour protéger les jeunes sur des articulations, quoi. Des Écoute, protocoles de protection, de renforcement. et- écoute, c'est quelque chose, je te dis, il y a 1 an et demi, on avait lancé ça, on a fait une réunion avec les kinés de l'INSEP qui s'occupent des athlètes de haut niveau. Eux, ils étaient prêts à lancer quelque chose, mais il fallait l'aval quand même du médecin fédéral. Et le médecin fédéral a trouvé que les pathologies étaient pas suffisamment conséquentes. Il y avait pas suffisamment de problématiques de hanche pour lancer ce genre de choses. Ce que je trouve hyper étonnant, c'est encore une fois, il faut attendre qu'il y ait la misère pour effectivement qu'on commence à s'y inquiéter. Pour moi, les premiers soubresauts sont déjà tellement alertants qu'il faut mettre en place quelque chose dès maintenant. Alors, maintenant que je suis un peu plus installé dans le poste, enfin jusqu'en décembre, j'espère que je le saurai un peu après les élections, mais je vais relancer les choses auprès du médecin et auprès de la Fédé pour que il lance effectivement, comme tu dis, certains protocoles, parce que presque tous les protocoles seraient déjà presque prêts, il faut juste les mettre à la sauce de l'activité badminton, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont déjà quasiment prêtes, enfin d'après ce que me disaient les kinés, quoi. Voilà, donc de l'INSEP. Donc ça serait pas grand-chose à faire, si ce n'est que le temps, un peu d'argent sans doute, mais pas tant que ça. Et sur les pôles sport, dès les pôles sport, et sans doute auprès des pôles à venir en suivant, quoi, comme tu dis, Julien. Mais voilà, en tout cas, si déjà il y avait des documents qui permettraient effectivement aux ostéos ou aux kinés de faire effectivement déjà ce protocole-là, dès le club à venir, mais même pour les entraîneurs, ils seraient déjà avertis de ce qu'il faudrait peut-être mettre en place ou à partir de quand il faudrait alerter un kiné ou un ostéo. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta Ouais. question, en tout cas pour l'instant, il n'y a rien de près de lancer, quoi. Merci. On peut ajouter quand même, peut-être elle le présentera, le travail de Anne Tran, qui Oui. justement propose un protocole d'échauffement pour un renforcement et une bonne mise en action au début de chaque séance. Elle a essayé de protocoliser les choses. Je ne sais pas jusqu'où il faut donner, jusqu'où c'est solide ou jusqu'où ça mérite d'être renforcé, sans jeu de mots. Mais voilà, il y a des tentatives qui existent, qui ont été filmées, qui peuvent être reprises et qui s'adaptent à, j'allais dire, à tous les âges. Donc, oui, il y a de la réflexion dessus. C'est un peu décevant ce que tu dis, Michel, de voir que Ouais. il faut attendre qu'il y ait un mort pour qu'on fasse quelque chose, comme d'habitude, et Mhm. trop souvent. Mais oui, moi, la question que j'aurais à te poser, Flore, là, c'est, tu l'as effleuré, c'est beaucoup s'interrogent entre est-ce que je vais voir un kiné, est-ce que je vais voir un ostéo? Comment tu arrives à exprimer leur complémentarité et leur spécificité donc respective et leur complémentarité à un moment donné? Pour qu'on puisse aiguiller, nous, en tant qu'entraîneurs, par exemple, d'un côté ou de l'autre le plus habilement possible, Oui. plutôt que de les laisser se démerder et éventuellement d'aller voir un gourou qui les casse un peu plus. Mm. Alors oui, même si pour nous c'est évident, c'est pas si facile à expliquer. C'est vrai que voilà, les deux se ressemblent beaucoup, ont beaucoup de points communs, mais vont pas du tout travailler sur la même chose. Un kiné
va travailler, alors pour le coup de manière très, très spécifique à la zone douloureuse, à la zone traumatisée, là où l'ostéopathe va travailler sur le corps, voilà, en globalité. Le kiné va travailler plus dans une démarche souvent de, 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 de réadaptation, de rééducation, on va chercher mon mot, voilà, dans un but de renforcement musculaire ou voilà, de mobilité, mais ça sera plus de la rééducation. L'ostéopathe, euh, ça sera une prise en charge qui est beaucoup moins longue sur le temps, qui nécessite pas voilà, des séances, on va dire, à long terme. C'est un peu plus entre guillemets, un one-shot pour travailler sur l'ensemble de l'équilibre du corps, lever les tensions musculaires qu'on retrouve, débloquer les raideurs articulaires. Mais on ne fait pas du tout de renforcement musculaire, par exemple. Euh, donc, c'est vrai que c'est D'accord. pas si évident à expliquer. Par Est-ce que exemple, par après une exemple, opération, après une entorse de cheville, on a besoin d'avoir du renforcement musculaire, de la rééducation. Là, on consultera plus le kiné. Pour un lumbago, un torticolis, là, on va plus consulter l'ostéopathe. Après, les deux sont en mesure aussi de réorienter l'un vers l'autre. Par exemple, voilà, je disais tout à l'heure, les kinés sont tout à fait capables, par exemple, sur une entorse de cheville qui revoit en rééducation, s'ils trouvent qu'il y a une raideur de la cheville qui ne passe pas et qui, au bout d'un moment, empêche de poursuivre la progression, il va envoyer son patient vers l'ostéo pour débloquer un petit peu cette cheville. Nous, à contrario, des fois, on va être un peu limité, par exemple, sur une tendinite de l'épaule, où on va travailler voilà, sur le complexe de l'épaule, sur la mobilité, sur les tensions qu'il peut y avoir autour. Mais si la tendinite ne passe pas, là, il faut une prise en charge kiné et il faut un renforcement aussi beaucoup plus global de l'épaule. Donc, c'est vrai que des fois, du point de vue patient, c'est très compliqué de savoir, mais pas hésiter aussi à demander un peu aux professionnels leur avis, même des fois un peu avant consultation, hein. Moi, j'ai des sportifs, des patients qui n'hésitent pas à m'appeler pour me dire, bah, je me suis fait ça, j'ai ci, j'ai ça. Qui est-ce qu'il faut que j'aille voir? Le médecin, toi, mon kiné? Voilà, pas hésiter à demander des fois quand on ne sait pas, parce que c'est vrai que c'est pas toujours si évident. ouais, faut-il aussi être honnête par rapport à ça, se dire, bon, j'aimerais bien avoir ce client, ce patient, ou ce client, je ne sais pas comment on dit, voilà, et se dire, bon, mais non, c'est pas une pathologie pour moi, c'est plutôt un kiné. Donc ça, pour moi, c'est les bons qui sont capables de faire ça aussi. Et je ne doute pas, Flore, que tu fais partie de cela. Voilà. Yann, Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai une question qui rejoint celle de Frédéric. En fait, c'était par rapport au chiropracteur. Voilà, est-ce que c'est conseillé ou pas et quelle différence il y a avec un ostéopathe et... Alors, je serais un petit peu moins à même à répondre à cette question. Autant je connais très bien voilà, le métier de kiné, on a beaucoup de connaissances là-dessus. C'est un métier qui est très, très ancien. Le métier de chiropracteur, c'est un métier qui est beaucoup plus récent. Donc, il y a beaucoup moins de retours aussi dessus. Je n'en ai jamais consulté personnellement. Donc, c'est là aussi où je ne saurais pas forcément donner mon avis parce que je n'en ai jamais consulté. Alors, dans le, on va dire vraiment dans le principe, c'est une profession de thérapie manuelle qui, normalement, est vraiment spécifiée sur le rachis, donc autour de la colonne vertébrale. Mais c'est une profession qui ne va pas explorer les extrémités, donc c'est-à-dire les membres, tout ce qui est genoux, chevilles, épaules, poignets, etc. Mais c'est vraiment le principe de leur profession, mais je sais que voilà, c'est comme les ostéopathes, il y a autant de praticiens différents et qu'il y a certains chiropracteurs qui ne travaillent pas que sur le rachis, mais qui travaillent également sur du viscéral, sur du crânien.
dont en théorie, voilà, c'était pas forcément leur formation de base, ils sont vraiment spécifiés sur le rachis et sur les émergences nerveuses autour du rachis. Mais voilà, je serais pas vraiment, je suis désolée, je suis pas très à même à y répondre parce que voilà, j'ai pas énormément de retours là-dessus et j'en ai jamais consulté moi-même, donc j'aurais beaucoup moins de recul par rapport à ça. Merci. Ok. Yann, tu veux reposer une question parce que tu as toujours la main levée. Donc non. Il reste 4 minutes. Est-ce que vous avez d'autres interrogations, des questions, des demandes particulières? Je, je ne vois, je n'entends rien. Voilà de mon côté. Flore, est-ce que tu veux bien enlever ton partage, s'il te plaît? Oui. Alors, j'ai peut-être une question, je vais voir. Non, j'ai pas de question. Alors, Estelle me dit aurons-nous accès au replay? Oui, alors, dans les 10 jours, vous allez recevoir une synthèse écrite. Vous allez recevoir le document de Flore et le vidéo en replay, voilà, aussi. Voilà, et que vous pouvez effectivement distribuer à qui voudra bien le lire et l'écouter. Voilà, dans les 10 jours, en principe, voilà, je mets presque ma langue sur la table ou mes mains, mais bon, voilà, presque ça. Ok. Euh, alors, voilà, je vais mettre en partage un dernier petit document. Euh, si je le retrouve, mais je pense que c'est celui-là. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, Oui. Bon, voilà, c'est. Alors, je crois que c'est Estelle qui m'a posé la question. Donc, je rappelle que les webinaires ont lieu une fois par mois, sauf sur le prochain qui a lieu fin du mois de novembre encore. C'était pour rétablir effectivement la dimension de octobre on devait lancer en octobre, mais bon, finalement, ça n'a pas été possible. Donc, on redémarre. Donc, il y en aura deux au mois de novembre, et puis ensuite, ça sera un par mois, décembre, janvier, février, jusqu'au mois de juin. Le prochain, ça sera sur la préparation mentale. Je ne vous donne pas le questionnement de la préparation mentale, enfin du sujet sur la préparation mentale, mais ça sera autour de ça. Euh, donc je disparais, je fais disparaître ça, parce que c'est pas la peine. J'arrête le partage. Ok, voilà. Euh, donc, je vais essayer de vous envoyer maintenant, enfin, dans l'heure qui suit, un petit questionnaire, 4 questions, sur lesquelles j'aimerais bien avoir votre retour. Ça va permettre aussi de réajuster, s'il y a besoin, effectivement, les prochains webinaires. Je tenais à remercier encore une fois votre présence, hein. On est monté jusqu'à 19, donc ce qui était plutôt pas mal pour un premier webinaire. Je remercie Florent beaucoup d'avoir lancé un petit peu la dynamique de ces webinaires. Voilà, et je remercie ceux qui ont posé des questions. Je remercie même ceux qui n'ont pas posé de questions. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter, est-ce que Flore, tu veux rajouter quelque chose, toi? Non, non, pas spécialement. Bah, merci à tous pour votre écoute et merci pour les questions également. Voilà, je vous dis donc à la prochaine. Je vais vous envoyer, si je retrouve en principe toutes vos adresses mail, voilà, pour avoir un retour. C'est rapidement, c'est une question avec 4 types de réponses et avec à compléter un petit peu avec une ou deux phrases. Voilà. Flore, Corentin et Jobran, si vous voulez bien rester
et Mildred aussi, bien sûr, pour faire le débriefing pendant un quart d'heure après l'intervention de Flore. Merci à tous, bon appétit et à très vite, j'espère. Bon.